Bonsoir Michel Crouzet. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Lyon et vous venez de rendre un rapport sur l'alimentation industrielle. Alors vous vous attaquez à la malbouffe et vous dites, Michel Crouzet, qu'il faut reprendre le pouvoir sur nos assiettes. Alors ça veut dire quoi ? Reprendre le pouvoir de nos assiettes, c'est très simple. C'est de pouvoir avoir accédé à une alimentation de qualité nutritionnelle pour tout le monde et ne pas qu'elle ne soit pas réservée seulement aux gens qui puissent se l'acheter et pas aux autres. Donc il faut qu'on soit de catégories socio-professionnelles aisées ou pas. On doit pouvoir manger de façon plus saine et de façon plus équilibrée. Plus équilibrée. Alors la commission d'enquête à laquelle vous avez participé a passé au crible des dizaines de produits pour voir un petit peu ce qu'il en était. Alors qu'est-ce que vous avez constaté ? Quelle était la qualité de ces produits ? Alors, dans notre commission d'enquête, il faut savoir que nous avons auditionné donc, des chercheurs, des institutions publiques, des ONG, des industriels, la grande distribution et bien d'autres, pour faire un constat sur ce qu'il y a. Donc, particulièrement sur les produits, non, mais ce qu'on constate et ce que tout le monde nous dit, sur notamment les chercheurs et puis ceux qui sont sensibles à ce sujet-là, c'est qu'on mange trop gras, trop sucré et trop salé et que dans notre alimentation, on doit faire attention à ces ingrédients-là. Pour un petit rappel, on estime qu'en 2030, il y aura plus de 30 millions de personnes en France qui seront atteintes de surpoids ou d'obésité. Donc c'est un chiffre qui est un peu impressionnant, inquiétant. On a aujourd'hui aussi 4 millions de personnes qui sont atteintes de diabète de type 2, c'est-à-dire c'est quand on mange trop. Donc ça, c'est vraiment des données qui ont de quoi faire un peu peur. Et aujourd'hui, effectivement, on doit pouvoir reprendre le pouvoir dans notre assiette. C'est une question d'enjeu public, hein, c'est ce que vous dites, Michel. Problème de santé publique majeur. Alors, qui dit produit ultra transformé dit souvent beaucoup d'additifs. Et quand on lit votre enquête, on se rend compte qu'il y a énormément d'additifs, jusqu'à 338 additifs autorisés. Ça paraît énorme. À quoi ça sert, les additifs ? Alors, les additifs, 338, c'est un catalogue. On ne met pas 338 additifs dans un produit. Les industriels, forcément, vont en choisir une certaine quantité. On peut monter jusqu'à 30, 40, voire même, on a vu dans un même produit. Dans un même produit. Donc, notre objectif, effectivement, c'est de limiter ces additifs. Les additifs, ils servent à quoi ? Ce sont des conservateurs, ils peuvent redonner de la couleur, ce sont des exhausteurs de goût, et puis ils ont aussi bien d'autres vertus, soi-disant vertus. La texture, des crèmes, des sauces. Voilà, qui permettent de travailler des produits. En aparté, ça a même été dénoncé, on a même découvert, par exemple, une île flottante qui n'avait pas d'œufs dedans. Donc, imaginez quand même ce qu'on a pu mettre comme additif pour remplacer ces textures, ce qui fait que ça laisse quand même supposer qu'en matière de nourriture, on doit être extrêmement vigilant. Alors, c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Aujourd'hui, on a un organisme, une agence européenne qui sont en train de les retester, de valider à nouveau leur mise sur le marché. Il faut savoir que chaque industriel choisit, quand il décide de mettre un additif sur le marché, il demande l'autorisation, on vérifie dans quel dosage on doit utiliser l'additif et s'il est utilisable. Et si c'est d'accord, additif par additif, ils ont l'autorisation. Mais après, alors, justement, s'il y a des autorisations, si vous dites que finalement, il n'y en a pas tant que cela dans des produits, est-ce que c'est dangereux ? Alors, ce qu'on a le problème, c'est les effets cocktails. C'est-à-dire quand on additionne les additifs un par un, on peut imaginer qu'on les utilise dans des doses normales, limite, mais quand on les multiplie en effet cocktail, on ne sait plus ce que cela fait. Donc là, on a un danger sur notre alimentation. Qu'est-ce que vous demandez, vous ? Qu'est-ce que la commission d'enquête demande du coup pour ces additifs ? Voilà, de limiter le nombre d'additifs déjà par produit industriel. Combien ? Par catégorie de produits, parce que, comme on vient de dire, il y en a qui sont réservés à la conservation, d'autres c'est pour le goût, d'autres c'est pour la couleur, etc. Déjà, retirer ceux qui sont vraiment de complaisance pour faire joli et conserver que ceux qui seraient vraiment utiles et pas catégorie. Alors, 1, 2, on était resté à peu près dans ces niveaux-là. D'accord. Et par produit, on limite. Et surtout, sur les 338, il y en a beaucoup qui ne servent pas forcément à grand-chose. Il faut savoir que on en jette plein et on en garde quoi, une quarantaine ? 48 par exemple, parce 48. Pourquoi 48 ? C'est parce que en fait, ces additifs-là, c'est ceux qui sont autorisés pour les produits bio transformés. D'accord. Autre aliment quand même qui pose problème quand c'est utilisé à haute dose, c'est le sel. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande une consommation de 5 grammes maximum de sel par habitant. Je crois qu'en France, on en consomme beaucoup plus. On est à plus du double, bien souvent. Donc ça, c'est un problème majeur. L'hypertension, ça peut provoquer, ça développe les maladies d'hypertension, c'est favorable, etc. Le sel, c'est comme le sucre et comme le gras, c'est vrai que c'est des agents qui sont très néfastes. Alors trop de sel, c'est dangereux. La volonté, c'est donc de limiter tous ces trop, trop sucré, trop salé, trop gras. Et au niveau du sel, la mesure qui sera prise là, c'est 18 grammes par kilo de farine pour la boulangerie, pour un pain
plutôt de qualité traditionnelle. Enfin, le pain où on doit avoir que de l'eau, de la farine, des levures et du sel. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Michel Crouzet, c'est qu'on évite le plus possible de transformer les produits. On peut aussi se diriger, du coup, pour essayer de contrôler son alimentation vers des produits bruts, ce qu'on appelle des aliments bruts. Mais alors là aussi, on n'est pas forcément sûr de ce que l'on mange. J'ai envie de vous parler de l'exemple du miel. On s'est rendu compte que même le miel pouvait être tripatouillé. Écoutez ce témoignage d'un chercheur en laboratoire. Origine, je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans. Donc on a mélangé tellement les choses qu'on ne sait plus dire. Il y a des miels en tout cas qui pourraient très bien avoir été trafiqués. C'est difficile à détecter parce que bon, ils sont bien faits en règle générale. Et savoir si on a rajouté 20-30% d'un sirop de sucre là-dedans, quand on ne connaît pas l'origine, avec ces fameux mélanges de miel UE et non UE, c'est de la chimie, hein, oui. Et en plus, ce sont des chimistes qui connaissent drôlement bien leur métier. Hein. Du miel qui est de la chimie, pas de traçabilité, du sucre ajouté, c'est quand même un peu désespérant. Inquiétant. Inquiétant. Du miel, c'est du miel, point. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut mieux encadrer cela? Alors, ça a été même prévu dans la loi de l'alimentation des stagiaires, de Stéphane Travert, pour protéger justement les miels. Le miel, ça doit être que du miel. On doit protéger nos miels de France. Il existe beaucoup de producteurs qui font très, très bien. Moi, j'ai dans Lyon, effectivement, j'ai plusieurs producteurs qui font le miel à la perfection. N'hésitez pas 100% de miel. À les voir régulièrement. Vous pouvez l'acheter en plus. Si vous allez voir un producteur, vous pouvez lui en acheter pour largement l'année, puisque ça se conserve très bien, même des millénaires. Donc, pas d'inquiétude. Achetez du miel là où vous êtes sûr de vous et évitez dans la grande surface à partir du moment où vous commencez avec des produits. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Ça coûte moins cher. C'est tellement mieux de faire du miel comme ça. Ça coûte beaucoup moins cher de mettre du sucre plutôt que d'avoir 100% miel des abeilles. Donc, voilà. Il faut peut-être en consommer un peu moins, mais consommer du mieux. Alors, pour savoir ce qu'on consomme, justement, il y a des aides. Je pense notamment à ce fameux tableau Nutri-Score dont on a beaucoup entendu parler. On va voir à quoi ça ressemble. En gros, ce sont des lettres de A à E avec des couleurs. Plus on s'approche du vert, plus les aliments sont qualitatifs. Et plus on s'en éloigne, plus on s'approche du rouge. Et moins l'aliment est sain. Pourquoi est-ce que ce n'est pas obligatoire et pourquoi est-ce que ce n'est pas sur tous les produits? Alors, l'obligation du Nutri-Score était compliqué parce que déjà qu'on utilise le Nutri-Score, l'Union européenne a été d'accord pour que la France applique le Nutri-Score. En mode, Mais même en France, tous les industriels ne l'appliquent pas. Ça fait polémique. Parce que ce n'est pas obligatoire. Donc à partir du moment où on est dans de l'incitatif, ils ne sont pas obligés de le faire. Peut-être qu'ils ont peur de la note, la dernière note, la note rouge. C'est ça qui va faire qu'on n'a pas tellement envie de... Vous n'allez pas mettre un Nutri-Score si vous avez une très mauvaise lettre. Hein, ça ne va pas être facile. Alors l'avantage du Nutri-Score, parmi ceux qui l'utilisent, on va essayer de le rendre obligatoire pour tous parce que ça permettra justement de mettre tous les produits au même pied d'égalité. Ça permettra de comparer par rapport aux autres produits, parce qu'après tout, on ne compare pas avec un produit qui n'a pas de Nutri-Score, c'est pas très simple. On s'aperçoit juste s'il est plutôt de qualité ou plus ou moins bonne qualité. Donc ce Nutri-Score-là, ça serait de le mettre obligatoire, et surtout, c'est que les industriels, pour appliquer ce Nutri-Score, ont dû faire des progrès sur leur formule, et ça va dans le bon sens. Alors, en attendant, il y a des applications qui sont des applications privées, en attendant qu'on ait un Nutri-Score un peu plus généralisé. Je pense notamment à une application qui connaît un grand succès, qui s'appelle Yuka. En gros, on explique comment on peut s'en servir. On est dans un rayon de supermarché, on scanne les étiquettes d'un produit, et là, on a une note. 100 sur 100, eh bien, c'est un produit très équilibré. 50 sur 100, c'est plutôt médiocre. Et puis, 5 sur 100, on évite de l'acheter. Est-ce que c'est fiable, ce genre d'application? Oui, c'est bien. C'est des progrès qui sont... Alors, j'avoue franchement qu'on aimerait ne pas en avoir besoin. C'est surtout ça qu'il faudrait. Mais aujourd'hui, face à cette alimentation industrielle des produits transformés et ultra transformés, eh bien, pour pouvoir lire une étiquette, ça devient très compliqué. Et d'avoir quelque chose de simple, une application facile, et en plus qui se base quand même sur des éléments d'après, non seulement les industriels peut-être, mais aussi des chercheurs. Tout le monde, c'est collaboratif. Donc on amène les informations sur ce produit-là. Alors, il ne faut pas faire peur à tout le monde, mais c'est simplement d'une certaine transparence sur ce qu'il y a sur les produits. Je crois que c'est quelque chose d'important. Voilà, et puis en même temps, les industriels vont se dire, mince, maintenant le client a accès à toutes ces données, donc il va avoir envie de mieux faire. Et c'est ce qu'on veut justement. Merci Michel Crouzet, merci à vous. Mieux manger, c'est important. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de Lyon et que vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur l'alimentation industrielle. Tout de suite, c'est dans l'air. Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions.